Bon, et bien voilà, nous y sommes. Là où certains pensaient le micro 4 tiers mort et enterré, Panasonic nous sort le micro 4 tiers de rêve. Alors, je suis évidemment un utilisateur convaincu. J'ai utilisé le GH4 dès sa sortie et j'ai réalisé avec des réalisations professionnelles. 2 semaines seulement après la sortie du GH4, je m'envolais pour le Mexique pour filmer des clips pour la collection de maillots de la marque Primadonna. L'une des marques du plus gros fabricant de lingerie en Europe. Et pour la petite histoire, j'étais avec la fille dans la piscine pour ces plans-là avec le GH4 à la main. Ensuite, Panasonic nous sort le GH5 qui met la barre toujours plus haut. Et d'ailleurs, beaucoup de gens m'ont suivi sur tuto.com au travers des différents tutos que j'ai réalisés sur la gamme GH. Mais là, vraiment, Panasonic nous livre un appareil que je n'aurais même pas pu concevoir comme étant possible en rêve à l'époque. Ce micro 4 tiers a tout de la caméra pro qui en principe coûterait 3 à 4 fois le prix. Et je vous expliquerai un peu plus loin dans la vidéo mon amour pour ce format micro 4 tiers. Pour moi, aujourd'hui encore, les arguments ne manquent pas. Mais j'y reviendrai plus tard. Avant ça, on va s'intéresser à ce qu'il a dans le ventre ce GH7. Bon, d'abord, il embarque un nouveau capteur CMOS de 25 millions de pixels. Une double stab, ça je ne vais pas revenir là-dessus, on sait depuis longtemps que Panasonic excelle au niveau de la stabilisation, au point de rendre presque inutile l'utilisation d'un gimbal dans la plupart des cas. Alors on pouvait évidemment s'y attendre, l'autofocus à détection de contraste se voit ajouter la détection de phase. Et au vu des performances en autofocus du G9 Mark II, on peut s'attendre ici aussi à un AF super efficace donc. On a évidemment accès à la plage dynamique boostée déjà présente sur le GH6, et ce n'est pas un gadget du tout. Je vous montre ici rapidement des résultats d'un petit test que j'ai fait en Vlog réalisé avec GH6, avec et sans la plage dynamique boostée. Regardez la quantité d'informations que je récupère dans les sphères blanches lorsque cette fonctionnalité est activée. Et si vous voulez que je fasse une démo plus en profondeur sur ce type d'outil, dites-le moi en commentaire et je ferai ça. Et pour les fans du RAW, on se retrouve à pouvoir filmer en ProRes RAW 5.7K en illimité sur la carte CF Express. Ou sur SSD évidemment. Alors clairement, là je vous conseille le SSD parce que sur une CF Express de 128 Go, mon image de 5728 pixels sur 3024 en Apple ProRes RAW HQ qui délivre un bitrate hallucinant de 3.5 gigabits par seconde, c'est 4 minutes 39 d'enregistrement. Je vais aller chercher la qualité d'enregistrement ici pour vous montrer. Alors je me mets en Apple ProRes, ok, et je vais chercher tout en haut, regardez, 4 minutes 39 d'enregistrement. Donc là, clairement SSD. Alors très franchement, je vais vous dire personnellement que je ne shoot quasiment jamais en log. Pour la simple et bonne raison que si vous savez ce que vous faites et que vous exposez correctement votre Vlog, vous n'aurez pas de souci avec votre image. Au contraire. Souvent, je vais être en MOV, Cinema 4K 50p, et là, je suis à du 800 mégabits par seconde au niveau du bitrate. Évidemment, en All Intra 422 10 bits. Et c'est juste absolument parfait pour ce que je fais. Maintenant, encore une fois, je peux tout à fait entendre que certains auront envie de se faire plaisir en post-prod avec un fichier RAW, ou alors en fonction des exigences du client. Et on a évidemment la possibilité de shooter en OpenGate. C'est véritablement une signature de chez Pana. En gros, on va pouvoir capturer l'entièreté du capteur de 5.8K. Donc une énorme image de 5760 pixels par 4320. Dans laquelle on va pouvoir aller ensuite chercher nos différents formats. Vous avez besoin d'une image en 4K, en HD, de l'horizontale, du format vertical. Vous faites votre shopping dans cet énorme format. Donc c'est fort pratique et très à la mode pour les créateurs de contenu qui délivrent sur différentes plateformes, en différents formats. On enregistre évidemment en illimité, ces boîtiers sont taillés sur mesure pour la vidéo et on en est conscient depuis de nombreuses années avec la gamme GH. Bien que cela reste en effet un excellent appareil photo. Si, absolument. Et j'y reviendrai plus tard quand je vous parlerai de mon affection pour ce format micro 4 tiers. Alors un élément super intéressant, c'est l'arrivée de l'enregistrement de proxy. Ça, c'est juste vraiment énorme. Alors, si cette notion ne vous dit rien, dites-vous que nous avons là des formats d'enregistrement énormes, en effet, des tailles de fichiers gigantesques. Et si derrière, vous n'avez pas un ordinateur qui en a sous le capot, votre montage pourrait être compliqué avec une relecture saccadée, par exemple. Cette fonctionnalité de proxy va vous permettre d'enregistrer à la volée une version allégée de votre fichier brut. Et je vous montre ça sur le boîtier. Quand vous naviguez ici dans le menu de sélection de qualité d'enregistrement, vous le voyez, par moment, il vous met Proxy Available. Évidemment, j'ai mon menu en anglais, j'utilise toujours en anglais. Donc en gros, vous allez avoir cette information en français. Vous allez avoir, je ne sais pas comment ils vont le dire, comment Mathilde l'aura traduit en français. Mais en tout cas, voilà, vous voyez qu'on a du proxy qui est disponible. Et du coup, un peu plus bas, vous allez pouvoir configurer votre proxy, ce qui est quand même carrément à pousser le vice, on va dire. Parce que du coup, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Donc dans ce cas-là, s'il est on, il va enregistrer du proxy. Et il va enregistrer du proxy en fonction des paramètres que vous lui aurez donnés. Donc là, dans ce cas-ci, je le laisse sur on. Et puis, vous le voyez, c'est assez génial. On va pouvoir l'avoir en une définition H, M ou L.
Ok, donc high, medium et low. Et dans ce cas-ci, vous voyez qu'on est à du 12 mégabits par seconde, 6 mégabits par seconde pour le medium et 4 mégabits par seconde pour le L, le light donc, en 1880 par 720. Là, vraiment, vous avez un fichier ultra light. Je préférerais plutôt choisir le 1920 par 1080 en 25p à 6 mégabits par seconde. Ça me paraît tout à fait OK. Et donc, encore une fois, cette fonction proxy, pour celles et ceux qui travaillent sur un ordinateur un peu mou du CPU et du GPU, vont pouvoir cette fois délivrer des montages en très haute résolution, en ayant fait leur montage très à l'aise avec un fichier de départ optimisé pour le montage, ultra léger donc, comme on vient de le voir. Alors, cette notion de proxy n'est pas nouvelle, évidemment, et cette conversion vers du proxy était depuis longtemps utilisée dans l'industrie. Mais ça nécessitait inévitablement que l'on passe par une étape supplémentaire. En gros, après un shooting, une fois les rushs sur l'ordinateur, on lançait un process qui allait créer des proxys. Et on allait faire un tour, boire un café, et on revenait, et on pouvait monter au départ des proxys. Là, cette fois, Panasonic nous crée ces fichiers proxy à la volée. Et ce n'est pas négligeable du tout. Alors évidemment, on a une sortie HDMI type A, depuis toujours sur les GH, ce n'est pas nouveau, mais on sort du RAW sur Atomos ou sur enregistreur Blackmagic en 5.7K. Et je pense que cette fonctionnalité d'enregistrement en RAW sur un écran Blackmagic, par exemple, justifierait à elle seule une vidéo dont je reviendrai sur la chaîne prochainement sur ce point. Là aussi, dans un workflow professionnel avec un très haut niveau d'exigence, ce n'est clairement pas un élément négligeable. Et là, ce qui accompagne l'arrivée du GH6, c'est cette nouvelle bête, le XLR2. Ok, vous le voyez ici. Et ce nouvel XLR est véritablement un gros argument. C'est d'ailleurs avec un XLR ancienne génération que je suis connecté en XLR sur mon MKE600 chez Sennheiser. Donc on a toujours évidemment nos deux entrées XLR, ici l'entrée 1 et 2, ok, et on a maintenant une troisième input qui est en 3.5 mm, le mini jack en gros. On va pouvoir brancher un micro en mini jack. D'ailleurs, vous le voyez ici, on a deux petits pas de vis qui permettent, je ne l'ai pas mis ici, mais qui permettent de venir mettre un petit module en gros qui supporterait un petit shotgun ou quelque chose comme ça, un petit micro. Donc ça c'est pas mal, qui va être effectivement tout à fait dédié, je dirais, à ce petit input là. Et évidemment, on retrouve l'écran de contrôle ici, le panneau de contrôle, comme on l'avait sur le XLR première génération. Et donc, on a évidemment input 1, input 2 et input 3 avec tous les réglages qu'on peut faire. Mais voilà, ça ne s'arrête pas. La nouveauté sur cet XLR2 ne s'arrête pas avec cette fonctionnalité d'input 3. Non, la véritable, je dirais, évolution de cet XLR, c'est que c'est un XLR en 32 bits flottant. C'est quoi le 32 bits flottant? En fait, en gros, imaginez que c'est du RAW pour le son, pour l'audio. Ok, donc en gros, vous le savez, avec du RAW, on a énormément de flexibilité. Si vous prenez par exemple une image, vous allez pouvoir récupérer de l'information dans les blancs, corriger vos noirs, etc. au départ d'un fichier RAW. C'est tout à fait la même chose en fait avec le 32 bits flottant. En gros, grâce à cet XLR2, vous ne devriez plus vous soucier d'avoir par exemple des pics dans votre audio. Ok, à ce stade-ci, avec le XLR1, je dois m'assurer, évidemment, de ne pas tout d'un coup crier dans le micro ou faire un trop gros bruit parce que je vais tout de suite saturer. Là, c'est fini. Et donc, évidemment, ça va nous donner un énorme confort au niveau de la prise de son. Surtout que la plupart de nous, vidéastes, bon, on n'est pas un G-son, hein, c'est un autre métier, ça. Donc là, clairement, la flexibilité du 32 bits flottant sur le XLR2, gros bonus. Et là aussi, ce sujet du 32 bits flottant avec le XLR2 pourrait faire l'objet d'une capsule dédiée. Mais très sincèrement, j'ai reçu ce boîtier de pré-production il y a quelques jours seulement. Et je suis actuellement en pleine production. Donc j'ai pas véritablement eu l'occasion de mettre la main dedans. Donc au passage, n'hésitez pas à vous abonner parce que je vais venir avec du contenu très prochainement sur le GH7. Évidemment. Mais en gros, le 32 bits flottant, envisagez-le comme du RAW audio. Et la référence de cet XLR2, parce qu'il ne faut pas vous tromper, c'est le DMW XLR2 tout simplement. Côté slow motion, donc ralenti, on a de la 4K en 120p, en 10 bits, en passant évidemment par le variable framerate. Et on a cette fois la possibilité de filmer en HFR à du 240 fps en All Intra. Et ça, c'est pas mal du tout, puisque jusqu'à là, le ralenti était en long gop. Et comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres capsules, le long gop, s'il est absolument excellent dans 95% des cas, il sera limité pour des sujets complexes, comme des éclaboussures d'eau, du feu, si vous avez du feu dans votre image. Bref, tous les éléments dans lesquels il y a énormément d'éléments qui bougent dans votre image, de pixel en pixel, de seconde en seconde. Et c'est le cas des éclaboussures d'eau ou du feu, ou par exemple des feuilles dans un arbre, par exemple balayées par le vent. On sera bien plus à l'aise avec du All Intra pour des sujets compliqués. Donc là, pouvoir faire de la HD à 240 images par seconde en All Intra pour des vidéos d'action, là je suis vraiment impatient de tester. C'est très prometteur, ça c'est clair.
Donc là, à nouveau, on passe par le variable framerate, mais on est bien là en 4.2.2, 10 bits all intra à une cadence de 240 images par seconde. Juste énorme. Alors évidemment, on a un mode anamorphique, c'est véritablement dans l'ADN de chez Lumix depuis un moment maintenant. Principalement d'ailleurs grâce à leur capacité de shooter en open gate, puisque là on retrouve notre open gate et cette énorme image de 5760 pixels sur 4320. Mais cette fois, avec la fonction anamorphique, et comme vous le savez sur les Lumix, on va pouvoir monter tous les coefficients, puisque la liste est longue, comme d'hab du 1.30, 1.33, 1.5, 1.8 et 2.0. Alors, avec un coefficient 2.0, je vous laisse imaginer la taille de votre image quand vous ferez un stretch de x2 avec une image de 5760 pixels. Alors j'imagine que le lancement du S9 ne vous aura pas échappé et que ce boîtier et sa fonction Lumix Image Lab ne vous aura pas échappé non plus. Et si vous voulez en savoir plus sur le Lumix Image Lab, je vous invite à aller voir l'excellente vidéo qu'a réalisée David de la chaîne Monsieur Caméra, qui à la sortie du S9 a sorti une vidéo complète sur le sujet. Le Lumix Lab n'aura plus de secret pour vous. Et je vous mets le lien en description. Et donc, dans la même logique, on pouvait s'y attendre, la fonction Real-Time LUT arrive évidemment sous le GH7 et sa compatibilité Lumix Lab. Là aussi, je n'ai pas encore eu le temps d'explorer complètement la fonctionnalité. J'ai juste eu le temps d'ouvrir un peu l'app et la tester avec le S9. Et l'application est très belle, très fonctionnelle et très efficace. Donc je vais très clairement explorer la chose prochainement et je posterai très certainement sur la chaîne à ce sujet-là aussi. Alors, dans le GH7, on a évidemment des fonctions de streaming live et enregistrement via SSD. Et ça, c'est clairement une fonctionnalité qui, là aussi, pourrait en intéresser plus d'un. Et petite parenthèse photo, on a de la rafale à 60 images par seconde et la fonction haute résolution à main levée amène vos images à du 100 millions de pixels. Et j'ai testé cette fonctionnalité de haute résolution avec le GH6 à l'époque, et en effet, c'est totalement bluffant. Et vous le savez, tout le monde le sait, Panasonic maîtrise la stabilisation de son capteur. Et si j'ai bien compris, sur le plan technique, il capitalise sur cette maîtrise pour proposer un mode haute résolution. En gros, vous transformez votre 25 millions de pixels du GH7 en un 100 millions de pixels au travers de ce mode-là. Le capteur va se déplacer et capturer plusieurs images qu'il va ensuite empiler pour vous donner cette image gigantesque de 100 millions de pixels. Et ça fonctionne très très bien. Je l'ai testé en tout cas sur le GH6 à l'époque. Et le plus dingue, c'est qu'ils sont arrivés à proposer ça à main levée. Quand je disais qu'ils maîtrisent la stab, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors du côté des cartes mémoire, comme je l'ai évoqué plus haut, on a une CF Express évidemment et un slot SD. La CF Express étant tout à fait nécessaire pour encaisser des très hauts débits que nous propose l'appareil. D'ailleurs, quand vous êtes dans le tableau des qualités d'enregistrement, lorsque vous naviguez dans le menu du boîtier, on vous affiche automatiquement l'option d'enregistrement. Ça vous permet directement de voir sur quel support vous pouvez enregistrer, la qualité d'enregistrement que vous êtes occupé de choisir. On va voir SD, CF Express ou SSD. Et uniquement SSD, évidemment, pour les qualités d'enregistrement les plus gourmandes en termes de débit. Alors, je vous l'avais dit, je vais revenir un moment sur mon affection pour ce format. Comme je vous l'ai expliqué en introduction de la capsule, j'ai démarré avec le GH4. Rien que ça déjà m'amène une sorte de lien affectif avec la gamme GH de chez Lumix. J'étais un utilisateur convaincu et j'ai réalisé des jobs clients, des commandes avec le GH4 en tant que pro. Et je ne suis devenu ambassadeur Lumix qu'à la sortie du GH5. Donc oui, si j'adore la gamme S, j'ai d'ailleurs souvent partagé des shoots réalisés avec la gamme full frame, soit ici sur ma chaîne en français, soit sur ma chaîne en anglais, je reste très attaché au micro 4 tiers. Et pour moi, ça passe principalement par sa compacité. Ce format est compact et léger. Vous pourriez partir en production avec un sac à dos. GH7, 2 optiques. Et c'est réglé. Les filtres ND et on est parti. Et je reviendrai dans un instant sur les optiques. Alors le meilleur exemple que je puisse vous donner pour illustrer ce propos, je vais vous parler d'une prestation que j'ai réalisée l'été dernier pour un client, Ponant, le croisiériste. Leur service marketing m'a déjà fait voyager ici et là à travers le monde pour réaliser des images principalement vidéo. J'ai fait les Maldives, les Seychelles, Sri Lanka, la Corse et plus récemment les Cyclades en mer Grecque. Je devais passer 12 nuits à bord de leur navire et réaliser des images, mais cette fois photos et vidéos. Alors, autre élément plutôt sympa de cette mission pour le client est qu'ils avaient besoin également d'images lifestyle avec des enfants. Donc je me retrouve cette fois à embarquer à bord du Bougainville pour 12 nuits à bord, en mer Égée avec ma femme et mes 2 enfants. Et tous les jours, je suis inscrit évidemment aux différentes excursions. Et je me balade et je réalise ici et là des photos ou des vidéos. Alors, qu'est-ce que j'ai embarqué pour ce job? Eh bien, j'ai embarqué le GH6 à l'époque pour la partie vidéo et le E5 pour la partie photo. Et je me dis que selon toute logique, je vais réaliser mes images en passant de l'un à l'autre. Et pour la photo, avec le S1, j'embarque le 24-70 f2.8 et le 70-200 f2.8. Alors, je peux vous dire que le premier jour, j'ai les 2 formats dans mon sac à dos. Mais le soir de la première journée, je me dis que je ne vais jamais pouvoir tenir comme ça 12 jours. Je vais me casser le dos en 2. Et la décision est donc prise que je vais tout faire avec le GH6, photo et vidéo. Et là, quel bonheur! Un bouton à tourner pour passer de la photo à la vidéo. Et je me retrouve cette fois avec le GH6 et 2 optiques.
Deux optiques qui, dès leur sortie, ont été pour moi une véritable révélation. Le zoom 10-25, ouverture constante f1.7 qui est monté sur le GH7, et son grand frère, le 25-50, ouverture constante f1.7. Pour moi, ces deux objectifs ont vraiment été une révélation. Ils ont absolument tout pour eux. Ils ont une bague de diaph non crantée, donc on peut choisir de manière très organique son ouverture, ok. Ils ont un clutch qui permet justement de déverrouiller la F et de venir affiner sa mise au point manuellement si on le souhaite. Et finalement, ils sont plutôt légers. Pour moi et pour le type de travail que je fais, majoritairement de la mode et de la beauté, c'est juste absolument parfait. Donc je fais tout avec ces deux optiques. Et quand, comme pour ce job, vous vous retrouvez quotidiennement l'appareil à la main pendant de longues périodes, quel bonheur d'avoir autant de puissance dans du matériel plutôt compact et léger. Donc voilà, pour moi, les raisons ne manquent vraiment pas de se tourner vers du micro 4 tiers, et certainement pas au vu de la puissance disponible aujourd'hui. Ce GH7 embarque des profils et des codecs qui étaient jusque-là uniquement réservés aux caméras pro, pouvant coûter 4 fois plus cher. Donc vraiment, je me réjouis de le tester dans tous les sens. Et si comme moi vous êtes convaincu, à l'achat du GH7 chez IPNL, vous recevez ma masterclass GH7 gratuite. En sachant que cette masterclass n'est pas encore prête pour l'instant, mais si je dois me baser sur le GH6 que j'avais fait à l'époque, elle durait 6 heures. Je voyais le boîtier de fond en comble. Et j'ai bien l'intention de faire la même chose avec le GH7. Je vous dis merci et à bientôt.